Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Sales Service. Donc après la vidéo 2 sur comment rédiger un CV et la troisième qui était la lettre de motivation, voici la quatrième vidéo qui va vous donner quelques éléments pour mettre au point une stratégie pour trouver un emploi. Donc la première question qui peut se poser, c'est de savoir comment et à qui transmettre mon CV et ma lettre de motivation. Donc tout d'abord, il faut se rendre compte que de manière générale aujourd'hui, avec le développement du web, des emails et d'Internet en général, les CV et les lettres de motivation sont de plus en plus envoyés donc par email. Si vous faites une candidature spontanée, pensez à chercher une adresse mail sur le site web de l'entreprise qui vous intéresse et à ce moment-là, vous l'envoyez donc par mail. À défaut, vous envoyez un courrier postal. Néanmoins, la technique la plus efficace, c'est prouvé, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est le contact direct. Donc, le mieux, c'est d'aller rencontrer un responsable de recrutement directement dans l'entreprise que vous visez, qui vous intéresse. Et donc, vous allez vous proposer votre candidature, vous venez avec vos documents, éventuellement vos justificatifs de diplôme ou des attestations d'autres employeurs si vous en avez. Pour les annonces auxquelles vous répondez, le mieux, c'est de suivre la procédure qui est indiquée dans l'annonce. Si vous faites autrement, vous risquez de ne pas réussir à toucher le recruteur. Donc, alors, j'ai oublié, oui, pour les candidatures, vous allez sur place directement. Essayez d'obtenir une adresse email avec le nom d'un responsable recrutement si vous n'arrivez pas à le voir sur place. Et à ce moment-là, vous envoyez un email. Voilà, deuxième question. Faut-il relancer l'entreprise? Donc, quel que soit le moyen par lequel vous avez transmis votre candidature, il est toujours bien de relancer par téléphone. Alors, pour le délai, attendez à peu près une semaine, voire 2 semaines si c'est une grosse entreprise, parce que ça pose l'hypothèse qu'ils aient eu énormément de candidatures et une semaine ne leur suffit pas pour avoir tout vu. Donc, ne les relancez pas trop tôt, ça ne servira à rien et ça peut être mal perçu. Troisième question. Quels sont les moyens les plus efficaces pour trouver un emploi? Alors, les chiffres que je vais vous citer proviennent d'une étude qui a été faite par une école de commerce. Ils reflètent plutôt bien la réalité, même si ce n'est pas le cursus que vous avez choisi. Donc, la majeure partie des chercheurs d'emploi, à peu près 25%, font une approche directe de l'entreprise. Donc, soit une candidature spontanée, un dépôt de CV sur le site de l'entreprise ou dans les salons, les forums de recrutement. Donc 24%, un tout petit peu moins, consultent et répondent à des annonces sur Internet ou dans un organisme pour l'emploi. Donc il existe des sites très sérieux, donc il y a Pôle emploi que tout le monde connaît, et par exemple pour les cadres, il y a le site de l'APEC, APEC. Alors n'oubliez pas les agences d'intérim. Même pour une courte mission de 2 semaines, un mois, ça vous permet en tout cas de poser un pied dans l'entreprise, de pouvoir rencontrer les personnes qui ont un pouvoir décisionnel sur le recrutement. Enfin, 21% des personnes font confiance à leur réseau direct. Donc, ça peut être des proches, des amis. Voilà, donc c'est toujours bien de les interroger. Ils sont peut-être au courant d'une entreprise qui recrute, d'un poste qui vient de se libérer là, maintenant, tout de suite, et qui n'est pas encore dans le circuit de recrutement classique avec des annonces, etc. Donc, ça vous permet d'être très réactif sur des situations où là, tout de suite, maintenant, il y a besoin de quelqu'un. Voilà, donc je vous mettrai dans le texte en bas de la vidéo le lien de cette étude qui est plutôt intéressante. Alors, quatrième question.
Quels sont les secteurs d'activité qui recrutent? Donc cette question est importante, elle vous permet de bien cibler les entreprises auxquelles vous allez postuler. En plus, bon, des critères qui dépendent de vos formations et de votre situation personnelle. Alors, hormis la fonction publique qui recrute régulièrement dans l'armée, la police nationale, la gendarmerie, mais aussi l'éducation nationale ou les métiers de la petite enfance, il y a énormément de secteurs qui recrutent actuellement et pratiquement en permanence. Donc, ces secteurs clés sont les suivants. Donc, il y a l'aéronautique, l'énergie, l'électronique, la mécanique, l'agroalimentaire. Donc là, ce sont des secteurs qui recrutent avec des profils assez, assez qualifiés. Donc, certains métiers, par contre, demandent moins de qualification et sont en pénurie constante de candidats également, comme tout ce qui est soudeur, technicien d'atelier ou de maintenance. Voilà. Ensuite, par rapport à la transition écologique, ça génère aussi des emplois disponibles, notamment au niveau technicien ou ingénieur, dans la gestion des déchets, la prévention des risques industriels et le traitement des eaux usées, par exemple. Donc, un secteur qui marche toujours, c'est le commerce. Donc, crise ou pas, les entreprises sont toujours à la recherche de très bons vendeurs pour doper leurs ventes. Donc, le commerce également est en transition digitale, c'est-à-dire que le e-commerce crée toujours énormément d'emplois. Donc, les profils commerciaux classiques de niveau Bac plus 2, Bac plus 3 sont toujours bien recherchés. C'est le cas pour la banque, les assurances, la distribution, mais aussi donc l'e-commerce, parce que si on vend en ligne, malgré tout, il y a quand même besoin de personnes pour la gestion des stocks, des commandes et des litiges. Donc, même si on vend en ligne, donc on n'a pas de boutique, mais il y a quand même besoin de personnes physiques pour gérer l'activité de l'entreprise. Donc, il y a également évidemment l'informatique et le numérique. Depuis 2010, ce secteur a employé 52 000 personnes supplémentaires, hein. Donc, effectivement, c'est un secteur très très dynamique. Donc, voilà, les besoins en informatique, en ingénieur informatique sont toujours en progression. Donc, c'est vraiment la locomotive du secteur. Il y a également la cybersécurité qui est en train de se développer. Donc, tous ces postes nécessitent quand même énormément de qualifications. C'est très pointu, mais c'est un secteur comme ingénieur informatique, développeur web, architecte système. Donc, tous ces métiers-là sont des filières où il y a encore énormément de place à prendre. Si vous êtes très diplômé, vous allez trouver du travail sans trop de difficultés. Donc, autre secteur, la santé et les services à la personne. Donc, c'est un secteur qui va recruter énormément parce que d'un côté, on a beaucoup de personnes qui vont partir à la retraite d'ici les prochaines années et d'un autre côté, on a un vieillissement général de la population. Donc, il y aura plus de 2 millions de seniors dépendants d'ici 2040. Donc, 2040, c'est assez proche hein, finalement. Donc, ce sont dans les services à la personne, par exemple, les métiers d'aide à domicile, assistant maternel, ambulancier, animateur socioculturel, etc. Côté santé, c'est aussi un peu le plein emploi, si on peut dire, niveau médecin, infirmier, aide-soignant. Voilà, donc les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, les cabinets médicaux ont tous besoin d'auxiliaires comme paramédicaux, donc en puériculture, masseur, kiné. Alors, par contre, c'est assez important la précision que je vais apporter. Donc, effectivement, d'une région à l'autre, l'offre peut être assez variable parce que les établissements médicaux et les cabinets médicaux sont soumis à des restrictions budgétaires assez importantes. Et pour les recrutements, ils font plus facilement appel à des CDD ou à des intérimaires. Donc il y a du travail, mais pas forcément avec des contrats qui sont tout à fait longs. Voilà, donc c'est un paramètre à prendre en compte, mais du travail, il y en a.
enfin, il y a le secteur du BTP qui est en permanence en mal de professionnels dans de nombreux métiers. Maçon, électricien, conducteur de travaux, chef de chantier par exemple. Donc c'est un secteur qui offre à peu près 70 000 offres d'emploi par an. Et souvent, très souvent, c'est des entreprises qui ont énormément de mal à recruter. Donc voilà, les diplômes comme les CAP, BEP, apprentissage peuvent trouver des débouchés dans le BTP sans aucun souci. Et enfin, donc il y a les métiers de la comptabilité et du tourisme qui sont en permanence dans les secteurs dynamiques. Ensuite, cinquième question. Que penser des stages en entreprise? Alors, dans beaucoup de formations, il y a des stages qui sont proposés durant l'année. Donc, c'est une possibilité qui est offerte aux étudiants et qui est assez intéressante. Donc, 14% des personnes qui cherchent un emploi trouvent leur premier poste grâce à un stage qu'ils ont pu faire. Donc, c'est un moyen aussi également d'être sûr de la filière dans laquelle on se trouve. Avec un stage, effectivement, on met en pratique la théorie qu'on a apprise et ça permet de se rendre compte si finalement les études qu'on a choisies sont celles qui nous correspondent vraiment. Donc c'est intéressant de faire des stages, même si ce n'est pas proposé dans notre cursus. Pendant les vacances, on peut en profiter pour faire des stages. Ça permet quand même d'être sûr de son choix et d'avoir déjà des contacts pour plus tard quand on commencera à travailler. Donc, petite précision, donc début 2016, il y a eu une loi qui est passée sur l'encadrement juridique des stages et du cadre légal qui le définit. Donc, il y a des points assez importants qui ont été actés, alors notamment les suivants. Donc, c'est au minimum 200 heures et au maximum 6 mois par année d'enseignement après les 16 ans. Il faut également la signature d'une convention de stage qui définit les compétences à acquérir ou à développer pendant le stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans la formation, donc la partie école, la partie stage. Donc vous avez droit à des gratifications, c'est comme ça qu'on appelle les rémunérations de stagiaires. Donc à partir de 3 mois de stage, hein. Donc ça ne veut pas dire qu'en dessous, un employeur ne peut pas vous donner quelque chose, mais en tout cas, à partir de 3 mois de stage, il est obligé de vous payer avec un minimum légal de 3,60 € par heure. Donc en tant que stagiaire, vous bénéficiez des mêmes droits que les salariés, que ce soit pour par exemple l'accès au ticket resto, le temps de travail, les activités du comité d'entreprise, les congés, la retraite. Et enfin, à l'issue du stage, l'entreprise doit vous délivrer un certificat. Et si par beaucoup de chance, l'entreprise vous embauche à l'issue du stage, ce stage comptera comme période d'essai. Donc vous partez directement après sur un contrat de travail, sans période d'essai. Voilà, donc vous pouvez trouver toutes les informations relatives au stage sur service-public.fr. Ensuite, sixième question. Pôle emploi peut-il vraiment m'aider à trouver un travail? Alors, soyons honnêtes, hein, le personnel de Pôle emploi, malgré sa bonne volonté, hein, n'est pas assez nombreux pour bien s'occuper de tous les chômeurs. Alors, effectivement, il y a beaucoup de chômeurs et il y a peu de recrutement au niveau de Pôle emploi. Donc, par exemple, en Guadeloupe où j'habite, il y a un conseiller Pôle emploi pour 800 chômeurs. Donc vous vous rendez bien compte qu'effectivement, même s'ils sont de bonne volonté, c'est très difficile de gérer tous les dossiers qu'ils ont. Donc forcément, avoir un rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi, c'est la croix et la bannière. Donc c'est voilà, ils font leur travail, mais donc j'imagine que dans d'autres régions, ça peut être tout à fait pareil, hein. Par contre, ce qu'offre Pôle emploi et qui est vraiment très très bien, c'est à partir du moment où vous vous inscrivez sur le site, même si vous n'êtes pas demandeur d'emploi mais que vous cherchez un autre emploi pour en changer,
Donc vous vous inscrivez, hein, il n'y a pas de souci, sur Internet, et à ce moment-là, vous avez accès aux annonces en ligne et vous pouvez mettre en place un système d'alerte. Donc vous définissez des critères géographiques, type de contrat, etc., de secteur d'emploi, et vous recevez par mail les annonces une fois par semaine ou un peu plus, suivant. Dès qu'il y en a deux ou trois, on reçoit un mail qui nous dit ah, voilà les annonces qui correspondent aux critères que vous avez indiqués. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Voilà. Ensuite, septième question. Est-ce une bonne idée de créer mon emploi et comment le faire? Alors, si, comme moi, ça a été mon cas, le salariat vous pèse, ou alors que vous envisagez de créer votre entreprise pour les raisons qui vous appartiennent, hein, n'hésitez pas à aller voir les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que Pôle emploi, qui pourront vous donner tous les renseignements nécessaires, notamment concernant le cadre juridique de l'entreprise que vous voulez créer, les aides financières auxquelles vous avez besoin. Il peut y avoir des formations aussi de disponibles. Voilà, donc il faut savoir aussi que dans un premier temps, vous pouvez cumuler le chômage et l'entrepreneuriat les premiers mois, le temps de vous créer une société qui soit suffisamment dynamique pour vous permettre de vivre. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça permet de vous lancer sans prendre énormément de risques. Ensuite, dernière question. Quelle attitude adopter pour une recherche d'emploi? Alors ça, c'est quelque chose d'assez important. Parce que chercher un emploi, c'est jamais une période facile. On a des moyens limités, hein, forcément le chômage, ça ne paye pas beaucoup, hein, et on a tendance effectivement à baisser les bras. Donc il faut veiller à rester entouré par sa famille, ses amis. C'est assez important pour garder le moral, hein, parce que être au chômage, c'est pas très très marrant. Donc, alors une petite idée à laquelle on peut penser, si vous sortez tout juste du système scolaire et que vous n'avez jamais vraiment eu d'emploi, ce que vous pouvez faire, c'est contacter les anciens étudiants de votre promo et organiser par exemple des rencontres pour vous soutenir mutuellement, échanger vos conseils et éventuellement le nom d'entreprise qui recrute. Donc essayez de temps en temps de vous rencontrer, de voir un petit peu où vous en êtes chacun et d'échanger sur vos situations. Ça peut être assez sympathique. Donc essayez de rester souriant et motivé, même si c'est pas facile tous les jours, hein. Moi-même j'ai été au chômage à certaines périodes. J'ai eu la chance que ça ne dure jamais très longtemps, mais c'est vrai que on sait que c'est pas facile, que voilà. Donc, essayez de garder aussi un bon rythme de vie, une bonne hygiène de vie, se lever tôt, bien manger, faire du sport, etc. Ça vous permet, en gardant un rythme de vie qui soit adapté au monde du travail, ça vous permet, le jour où vous aurez un emploi qui se profile à l'horizon, voilà, si on vous dit bah, à 8 heures il faut être au bureau, vous serez au taquet parce que si vous gardez une bonne hygiène de vie, il n'y aura pas de souci pour être à 8 heures au bureau. Si maintenant, pendant votre période de chômage, vous êtes tous les jours à vous coucher à 2 heures du matin, vous aurez beaucoup de mal au début à reprendre un rythme de vie avec des horaires de bureau. Et forcément, ce ne sera pas très pertinent. Voilà, les premiers jours, vous risquez d'être complètement à côté de la plaque, que vous allez bosser. Et c'est votre période d'essai, donc vous ne pouvez pas vous louper. Donc essayez de garder le moral et une bonne hygiène de vie, c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments utiles. Je vais poster très bientôt la suivante. J'avais pris un peu de retard dans mon rythme, j'ai été indisponible quelques jours, donc voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me l'indiquer en bas dans les commentaires et à partager ma chaîne. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.